Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg. On va parler de la situation en Turquie après l'arrestation du maire d'Istanbul et des manifestations qui se déroulent depuis. On en parle avec vous, Mélissa Camara. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Humanité. Je rappelle que vous êtes députée européenne, bien sûr, et que vous êtes aussi membre, sinon vice-président, je me trompe peut-être, de la commission parlementaire UE-Turquie. C'est ça. Je suis première vice-présidente de la délégation Union européenne-Turquie, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, depuis l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, il y a une quinzaine de jours, les manifestations, on le disait, se succèdent pour sa libération. Il y a plus de, je crois, à l'heure actuelle, 1400 manifestants qui ont été arrêtés. Tout le monde condamne, enfin tout le monde non, mais les Nations Unies, les associations, les groupes politiques, etc., défense des droits de l'homme. Il y a un débat au Parlement européen ce mardi. Qu'est-ce qui peut en sortir, j'allais dire tout simplement, de ce débat sur la situation? Encore une fois, évidemment, on parlera aussi d'autres cas parce qu'il y a plusieurs événements en matière d'atteinte aux droits de l'homme et à la démocratie qui se superposent en ce moment en Turquie comme toujours. Mais qu'est-ce qui peut sortir d'un débat aujourd'hui au Parlement européen là-dessus, vous qui connaissez vos collègues? Écoutez, je pense qu'il est important d'avoir ce débat aujourd'hui parce qu'il faut une parole forte de l'Europe. Aujourd'hui, on a un pays candidat pour être un État membre de l'Union européenne qui a dépassé plus qu'une ligne rouge. En fait, c'est un recul majeur de l'État de droit depuis des années en Turquie. Mais là, avec l'arrestation du maire d'Istanbul, on a franchi un cap qu'on ne pensait pas voir si rapidement, en tout cas. Et donc, il est important d'avoir une parole forte de l'Union européenne. Et on va avoir des paroles fortes, je pense, aujourd'hui au sein du Parlement, de membres de ce Parlement. Ce qu'il faut aussi maintenant, c'est une parole forte à la fois de la Commission et du Conseil, en fait. Il faut que l'Europe dise clairement à Erdogan qu'il est allé trop loin et qu'on ne peut plus être dans un partenariat dans ces conditions, en fait. Aujourd'hui, la Turquie va à l'encontre de tout ce qui est état de droit, de tout ce qui est libertés individuelles. En fait, depuis des années, on voit des reculs sur les droits des femmes, sur les droits des personnes LGBT, sur les droits de l'opposition. Et donc, on pourra y revenir. Mais aujourd'hui, il est important d'avoir une parole forte et de dire à la Turquie, ça suffit maintenant. Au sein du Parlement européen, avec vos collègues, vous êtes dans la Commission, donc vous avez des collègues de tous les groupes qui sont là. Quelle est l'ambiance, j'allais dire, par rapport à cette question-là qui se pose? Encore une fois de plus, c'est pas évidemment la première fois. Écoutez, en fait, je pense qu'il y a plusieurs positions. On a bien sûr la position de l'extrême droite qui, de toute façon, a toujours conspué la Turquie et ne voit pas de destin européen à la Turquie. Et il y a la mienne, il y a ma position notamment, qui dit, en fait, l'avenir de la Turquie, l'avenir d'une Turquie démocratique doit être européen. Et aujourd'hui, je pense qu'il est aussi important d'avoir ces voix qui sont actuellement minoritaires dans cette institution, mais de dire que le destin de la Turquie doit se faire avec l'Europe. Le destin de la Turquie, pourquoi ce destin doit se faire avec l'Europe? Parce qu'on a une société civile turque qui est mobilisée depuis des années. Je vous parlais tout à l'heure des attaques contre les droits LGBT, contre les droits des femmes. Depuis des années, on a une Pride d'Istanbul qui a été interdite. Ça a été la plus grande Pride du monde musulman en 2015. Elle est interdite et tous les ans, les activistes LGBT tentent de maintenir cette Pride. Le 8 mars, ça a été interdit. Tous les ans, les féministes vont dans la rue. Elles s'activent, elles ouvrent des centres d'accueil pour les femmes victimes de violences. On a vraiment une société civile florissante. On pourrait parler des universitaires. On parlait tout à l'heure de Pinar Selek, qui est une universitaire franco-turque. On a des Pinar Selek partout en Turquie qui font vivre une vie démocratique, une vie associative, une société vraiment florissante. Et aujourd'hui, pour cette société civile organisée, pour ces gens qui se battent dans la rue, il faut rappeler que le destin turc que le destin de la Turquie est en Europe. C'est ça. Et ce qui semble se produire un peu à l'heure actuelle, vous parlez de Pinar Selek, j'en parlais effectivement avec elle hier également, il semble, et on le voit en parlant avec les communautés turques ici, etc., progressistes, il semble qu'il y a ce mouvement de manifestation qui s'est déclaré, et rappelons-le, de manière absolument spontanée, venant notamment du milieu étudiant, des jeunes, etc., qui s'est amplifié à une vitesse absolument incroyable. Dans les 3 premiers jours, il y avait 2 millions de personnes dans les rues, quoi. À Istanbul. C'est pas forcément la même chose dans l'ensemble du pays. Mais on a l'impression qu'il se passe quelque chose qui vient, comme vous le dites, du fond de la société turque et pas simplement des habituelles alliances de partis, de groupes, etc. C'est quelque chose de
nouveau. Vous le ressentez comme ça? Je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose d'assez caractéristique de la société turque. Depuis toujours, il y a eu des coups de butoir de régimes autoritaires et toujours cette société, elle a su se lever, elle a su résister malgré la pression des militaires, malgré, dans les années 80, ils ont connu aussi des régimes autoritaires. Et en fait, cette société civile, elle a toujours été là, elle a toujours été très combative. Et c'est l'une des caractéristiques de la société turque. Et ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment, effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler une convergence des luttes entre les oppositions pro-kurdes, les oppositions plutôt proches de Mustafa Kemal, les oppositions aussi, enfin, je parlais des mouvements LGBT, les mouvements féministes, les mouvements étudiants, les ONG qui sont aujourd'hui ciblées, les ONG des droits humains, les professions qui sont aussi ciblées. Je pense au barreau des avocats qui subit aussi les coups de butoir, les juristes, universitaires. En fait, tout le monde subit aujourd'hui les assauts du pouvoir d'Erdogan. Et donc, on a vraiment cette convergence des luttes qui est assez impressionnante. Enfin, ces personnes dans la rue. Et c'est pour ça aussi qu'il était important d'avoir ce débat aujourd'hui, parce que vraiment, il faut tendre la main à la société civile turque. J'étais la semaine dernière à New York pour aller au comité sur les droits des femmes des Nations Unies et j'ai rencontré des activistes féministes turques. Et ce qu'elles m'ont dit, c'est nous avons besoin d'une Union européenne qui ait une parole forte sur la Turquie et surtout qui ne nous abandonne pas. Fermer la porte aujourd'hui de l'Union européenne à la Turquie, c'est abandonner cette société civile. C'est abandonner cette société civile qui travaille depuis des années et qui espère un jour un destin commun avec l'Union européenne. Et donc je pense qu'il est vraiment important de ne jamais fermer cette porte et cette perspective. Alors c'est vrai, on le disait tout à l'heure, l'Europe est molle, on va le dire comme ça, c'est pas beau, le mot pas beau, mais vis-à-vis de la Turquie, bien qu'effectivement les négociations d'adhésion soient interrompu maintenant depuis 2018, si je ne me trompe. Mais en dehors de ça, c'est toujours un peu des pétitions de principe, des grandes phrases, retour de la démocratie, etc. Mais ça va guère plus loin. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, quelque chose, et notamment de la Commission européenne, quelque chose qui aurait l'air de vouloir, on va employer des mots très précautionneusement, être un peu plus dur, un peu plus marquant vis-à-vis d'Erdogan et du régime à l'heure actuelle au pouvoir. Et j'allais dire, par ailleurs, c'est la seconde partie de ma question, qu'est-ce qui empêche finalement aujourd'hui qu'on soit un peu plus dur dans une Union européenne qui, par ailleurs, se revendique défenseuse de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Vous savez, je pense que l'Union européenne est prisonnière de peur. Assez surréaliste, et notamment, il y a la question migratoire. En fait, l'un des enjeux dans notre relation à la Turquie aujourd'hui, c'est le financement qu'on apporte à la Turquie pour gérer les flux migratoires européens. Le robinet à migrants, oui. Et je pense qu'on est vraiment prisonnier, mais dans plein d'endroits du monde, que ce soit avec nos partenaires turcs, mais on pourrait parler de la Libye, on pourrait parler de la Tunisie. En fait, on a été dans des compromissions, nous sommes dans des compromissions avec nos valeurs, les valeurs fondamentales de l'Union européenne, pour une soi-disant vague migratoire. Et en fait, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, l'Europe se pose les bonnes questions. Quelle relation elle veut entretenir avec ses partenaires? Et surtout, quand est-ce qu'elle dit « assez, c'est assez ». Et en fait, cette peur irrationnelle d'une vague migratoire supposée, elle nous fait perdre en fait la raison et elle nous fait perdre ce besoin d'avoir une parole forte. Il y a aussi la question géopolitique, la place de la Turquie en ce moment dans la région, la place de la Turquie au sein de l'OTAN et avec la menace turque et russe, pardon. Et donc il y a toutes ces questions à avoir en tête, mais l'Europe ne peut pas, sur l'autel de cette situation géopolitique, sur l'autel de cette question migratoire, en fait, aller contre ses valeurs fondamentales. Et à un moment, il faut vraiment qu'on se pose cette question, et on ne peut pas ici faire des résolutions pour appeler à la démocratie dans le monde, pour appeler au respect des droits humains partout, et ne pas avoir de relations extérieures qui vont dans ce sens. Et j'appelle vraiment l'Europe, et c'est parce que j'ai une grande opinion de ce que nous devons être dans le monde et ce que doit être la place et le rôle de l'Union européenne, justement pour la société civile, justement pour les droits humains, pour les droits des femmes, pour les droits des minorités, que nous devons être fermes. Et j'ajouterais qu'il est compliqué ensuite, au sein des États membres, quand on piétine ailleurs les droits humains,
d'avoir une parole d'autant plus forte quand certains États membres, sans citer personne, piétinent ensuite les droits de leurs citoyens et citoyennes. Alors, d'autant que là, vous y faites allusion, on a un contexte turc, aussi bien d'ailleurs politique intérieure que, évidemment, en politique extérieure, pour les raisons que vous indiquez. On a un contexte extrêmement complexe, avec des couches de problèmes qui se superposent, qui s'entrecroisent, etc. Rappelons au niveau de la répression, et pour parler des événements récents, et pour parler des maires, dans la foulée de l'arrestation du maire d'Istanbul, que... depuis quelques semaines, on en est, je ne sais plus le compte exactement aujourd'hui, mais on en est à 15 ou 16 maires qui ont été démis de leurs fonctions en Turquie. Depuis des années même. Depuis des années, mais là, très récemment, on parle du maire de Van, par exemple, etc. Donc on est dans une situation de répression de la fonction élective basique, locale, qui est énorme. Ça aussi, comment vous entendez réagir les députés sur cette question-là, qui est quand même une question de base. Mettre un administrateur nommé par le gouvernement à la place du gars qui a été élu il y a quelques mois, c'est quand même une atteinte majeure et presque caricaturale, surréaliste, comme vous dites. Depuis des années, on a donc des maires pro-kurdes qui, sous couvert de loi antiterroriste, sont démis de leurs fonctions et ça s'est accéléré depuis plusieurs mois, effectivement. On a eu un débat ici il y a quelques semaines sur ces maires qui ont été remplacés parce qu'aujourd'hui, effectivement, être élu en Turquie, ça ne vous donne pas le droit d'exercer ce pouvoir, ce qui est assez fou. La question centrale, donc, on a eu une parole forte ici au Parlement et effectivement, peut-être qu'il faudrait une parole plus forte, unitaire de toute l'Union européenne. Mais en fait, la question aussi qui va se poser, c'est qu'on voit qu'il y a ce processus de paix qui est établi avec le PKK. Un tout début, oui. Alors, tout début de processus, on va voir ce que ça va. Mais parce qu'il y a une tentative aussi de diviser l'opposition aujourd'hui du pouvoir turc, c'est-à-dire qu'on a ce parti pro-kurde et on voit que, par exemple, les accusations de terrorisme envers le maire d'Istanbul ont été écartées justement pour diviser l'opposition, en disant, en fait, il y a la corruption d'un côté et il y a de l'autre côté ces accusations de terrorisme en lien avec le PKK, etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, l'opposition reste assez compacte et ça c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ça va vraiment être cette question aussi parce qu'effectivement il faut que cette opposition reste absolument unie parce que ça a commencé effectivement par le DEM Parti et maintenant ça arrive jusqu'au parti du maire d'Istanbul. Pour l'instant, si on écoute ce que disent les responsables de DEM, effectivement, du parti pro-kurde, ils sont assez d'accord pour maintenir une unité avec le CHP, le parti kémaliste, dont fait partie le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Ça a l'air de tenir pour l'instant, ce qui est effectivement aussi assez exceptionnel, ça on peut le dire. Oui. C'est une nouveauté de la situation tout de même. Il y a eu au départ quelques paroles malheureuses, notamment de membres du CHP, et je pense qu'ils ont compris, ils savent là qu'il y a absolument besoin de résister ensemble et d'être unis à la fois avec les personnes dans la rue, la société civile organisée, mais les simples manifestants qui aujourd'hui, en fait, ce qui se passe en Turquie, c'est un peuple à qui on ne peut pas faire croire qu'il y a une vraie affaire de corruption, de terrorisme. En fait, ça ne marche pas sur les Turcs. Et ils savent exactement ce qui se passe. Et ils savent qu'aujourd'hui, si Erdogan réussit son coup, en fait, c'est la fin, c'est vraiment la fin de tout processus démocratique en Turquie. Qui est lié effectivement, comme vous le disiez, aussi au processus de paix dont on a l'impression que Erdogan, on va le dire comme ça encore, il faut être très circonstancé, a tendu un peu la main, en tous les cas, admis qu'il pouvait y avoir des négociations, d'où la déclaration de Öcalan, etc. Öcalan a eu la visite, il me semble, hier d'ailleurs, de son neveu et de son frère, si je ne me trompe. Donc on dessert aussi un peu la pression qu'il y avait sur la prison d'Imrali où est incarcéré Öcalan. Mais on sait aussi que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans le nord, dans le Rojava, la frontière, l'armée turque continue à tirer sur les Kurdes. C'est ça la situation. C'est une situation extrêmement complexe, bizarre et aussi difficile à comprendre pour nous, il faut bien le dire. Oui, c'est absolument complexe. Et il y a à la fois la situation des Kurdes en Syrie et la situation des Kurdes en Turquie. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir qui sait qu'il doit diviser l'opposition et qui tente
coûte que coûte de la diviser. Ce qui ne fonctionne pas pour le moment. Et cette unité, en fait, ça va être aussi l'un des moteurs oui, bien sûr. De la suite. Vous avez rencontré, vous nous disiez, des représentants de la société civile. Qu'est-ce qu'ils demandent finalement aux Européens, à nous, à vous? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin surtout en ce moment de fonds. C'est-à-dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a eu des coupes massives au sein des ONG. Et on a des ONG qui, du jour au lendemain, ont vu leurs fonds disparaître totalement, ont vu aussi leurs salariés devoir être licenciés parce que plus de fonds. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus assez de fonds européens. Et aussi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont l'impression que justement sur cet autel de la lutte contre les migrants, sur l'autel géopolitique de l'OTAN, etc., ils ont eu moins de rapports avec l'Union européenne. Et que l'Union européenne s'est plus tournée vers le pouvoir en place. Et ça, je pense qu'il est urgent de créer les conditions vraiment d'une société civile florissante qui survit en fait à ces coups de butoir. Et il n'y a pas 1000 façons. Il y a cette question de l'argent. Aujourd'hui, l'Union européenne doit financer la société civile organisée qui maintient, malgré les répressions depuis des années, l'existence d'une vie démocratique c'est l'une des sociétés civiles les plus florissantes que j'ai rencontrées en fait. C'est une société incroyable qui, malgré des années de recul de l'état de droit, en fait, arrive à lutter, à se maintenir, à essayer de résister. Et donc, il faut maintenir cette résistance. Et il y a la création de partenariats avec des universitaires, avec des universités, vraiment créer les conditions d'un dialogue. Et ce qu'il me dit, surtout, c'est, s'il vous plaît, ne perdez pas la perspective d'une adhésion un jour de la Turquie. Ça existe aussi dans leur tête. Oui, ça existe dans leur tête. Ils savent que les conditions ne sont pas réunies. Ils savent que les critères de Copenhague ne sont pas là, en fait. Il y a eu un recul sévère de l'état de droit, notamment. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, cette perspective européenne a permis des avancées à un moment. Et surtout, là, ça leur permettrait en fait d'avoir cette perspective, de faire pression sur le gouvernement en disant il faut respecter des critères sur l'état de droit, sur la justice, sur la démocratie. Et vraiment, ils nous disent que l'Union européenne ne doit pas les abandonner. Merci, Mélissa Camara. Merci beaucoup de cette venue sur le plateau d'Humanité. On continuera à suivre ça avec vous, puisque vous êtes en plein dans la question. Et je serai le mois prochain à Istanbul pour l'énième procès de Pinar Selek. Ah ben oui, bien sûr. Elle n'y sera pas, mais vous y serez. Merci. On en reparlera. Merci infiniment. Et puis à très bientôt. Merci. Et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci.